Bonjour, bienvenue chez les Insiders. Donc on se retrouve aujourd'hui pour notre premier podcast, accompagné de Monsieur Cameron. Comment vas-tu? Bah écoute, franchement ça va, je t'ai programmé un petit épisode là aujourd'hui autour de la F1. C'est la nouvelle saison qui commence dans pas longtemps. Là franchement, je t'ai prévu plein de petits trucs aujourd'hui. Franchement, on va avoir des belles discussions je pense. Très hâte de voir ça. Donc c'est J-49 si on se trompe pas, vu que c'était J-50 hier. C'est exactement ça. On est logique. Donc si vous nous avez un petit peu suivi sur Twitter, on parle beaucoup foot, basket, F1, voilà. Plutôt foot parce que forcément Twitter est plus adapté. Donc aujourd'hui on se lance via podcast, vidéo, sur un nouveau contenu, un nouveau format de contenu, sur la Formule 1 du coup. Bah on t'écoute. Allez. Bah déjà donc on va quand même faire un petit récap. Alors c'est l'univers de la F1 pour commencer. On va quand même commencer par les 55 ans de Michael Schumacher. Effectivement, c'est tombé le 3 janvier. On est dans la période, ouais. Ouais, et forcément, ça fait 10 ans depuis son fameux accident qu'il a eu à Mirabel lorsqu'il faisait du ski avec sa famille. Ouais. Donc c'était un an après sa retraite d'ailleurs, parce qu'il a quand même fait une retraite et puis il est revenu. Enfin, il faut quand même se dire que c'est quand même un des légendes du sport, que moi je tenais à lui souhaiter une bonne anniversaire bien sûr, parce que bon, quand on regarde les statistiques ne montent jamais. 91 victoires, 68 pôles, 155 podiums, 77 tours en course le plus rapide sur 308 départs. Franchement, et si on y pense, un Grand Prix sur deux, il finit sur le podium. 91 victoires, ça commence à parler. Hein. Ça commence à parler. Bon, le seul personne qui lui a dépassé, donc forcément c'est Hamilton qui a 101, je crois, aujourd'hui. Mais bon, les deux sont quand même septuples champions du monde, donc on est quand même sur des beaux stats. Et puis je t'ai quand même noté quelques moments de sa carrière qui m'a marqué, notamment Monaco 2012, pour ceux qui ne connaissent pas, il était quand même revenu chez Mercedes en 2010. C'était un moment qui n'était pas facile pour lui, je pense, on va pas se mentir, je pense l'âge commence à se voir dans la conduite, mais il a quand même réussi à avoir le pole à Monaco en 2012, ce qui était un moment assez exceptionnel. Surtout à Monaco, c'est compliqué. Surtout Monaco déjà, quand on est sur une Mercedes, quand tu es chez Mercedes, alors que il avait fini devant les deux Red Bull, les Ferrari et les McLaren. Pour situer un peu l'époque, Ferrari c'était quand même Felipe Massa et Fernando Alonso. Red Bull, tu avais Sebastian Vettel et Mark Webber. Et McLaren, tu avais quand même Jenson Button et Lewis Hamilton. Donc quand même, il faut pas quand même pas se le dire. Ouais. Et un autre moment qui m'a marqué dans cette saison aussi d'ailleurs, c'est le Grand Prix de Valence, parce qu'il a quand même fini sur le podium. Cette saison 2012. Oui. Donc en fait finalement c'est son 155e podium. Et il a quand même fait une très belle course. Il a fini derrière Alonso et Mark Webber, je crois, si je ne me trompe pas. Après, en vrai, d'autres statistiques sont quand même assez sympas. La saison 2002, est-ce que tu savais qu'il a fini tous les Grands Prix sur le podium? Mal ça. La seule personne qui aurait pu égaliser ce record, c'est Max Verstappen en 2023, sauf il n'a pas fini sur le podium à Singapour. À cause des problèmes que Red Bull a pu rencontrer. Donc c'est quand même quelque chose d'assez sympa. Et puis je voulais quand même faire une petite parenthèse, parce qu'il y a quand même eu un décès dans le monde du Formule 1 le 27, c'est Gilles de Farran, qui était quand même une légende en Formule 1 IndyCar. Donc c'est quand même un pilote brésilien qui a commencé sa carrière très tôt, en 91 en Formule 3 au Royaume-Uni. Justement, il courait avec Rubens Barrichello, donc l'autre légende brésilien qui a couru chez Ferrari, et David Coulthard, l'Écossais, qui était chez McLaren pendant un très beau moment. Donc il a quand même couru contre de grands pilotes. Et moi, je ne savais pas qu'en 93, il a fait un test pour Arrows. Donc Arrows, en termes d'écurie, je crois que si je ne me trompe pas, c'est Aston Martin aujourd'hui, si on fait toutes les successions. Il a fait le test avec Jos Verstappen, qui est le père de Max Verstappen. Donc voilà, après écoute, il a fait une carrière assez sympa, et surtout en F1, il était quand même le directeur sportif de Honda en 2007, et qui est devenu Braun en 2009, qui a fait le championnat avec Rubens Barrichello et Jenson Button, et l'écurie est ensuite devenue Mercedes. Et après, sous Eric Boulier chez McLaren, il est quand même redevenu directeur sportif, et il est devenu conseiller en 2023 pour McLaren, pour justement aider dans la restructuration de l'équipe. Donc, grand monsieur. Écoute, c'est quand même un grand monsieur qui a fait quand même beaucoup pour le sport. Après, ces gens-là, forcément, on les voit pas souvent, mais c'est quand même des gens qui ont une grande influence sur le monde de la Formule 1, bien sûr.
Donc, cette news, je l'ai pas vu passer par exemple, tu vois. Bah, je sais que McLaren avait fait un beau discours dessus, et je sais qu'ils ont mis une photo de profil en noir sur les réseaux sociaux pour justement faire un hommage à lui. Mais effectivement, c'est un peu une actu qui est passée un peu sous le radar malheureusement. Mais bon, écoute, je te propose de passer sur cette saison maintenant. Je vais être plus compétent. Ça va être plus compétent. On va directement commencer par les changements pilotes pour cette saison. Ok, on est parti. Spoiler, il n'y en a pas. Super. Il n'y en a pas. Yes. Voilà, je m'attendais à avoir plus de contenu. Mais par contre, il y a pas mal de chefs d'écurie qui a changé. Notamment chez Sauber, je crois. Enfin, du moins, Stake F1 Formula 1 Team. Bon, on en reviendra après. Et puis, tu as quand même d'ailleurs le directeur sportif de Ferrari qui a rejoint AlphaTauri. Donc lui, il prend la main cette année. Écoute, quand on regarde quand même les duos cette année, qu'est-ce qu'on attend concrètement? Déjà, on va prendre Red Bull. J'allais venir. Max Verstappen, une saison incroyable. Le gars, il est en forme. Donc franchement, faire mieux que l'année dernière, ça va être compliqué. Je pense pas que ça va être possible. À part à Singapour, quoi. Voilà. Mais par contre, Perez... Moi, il m'a déçu Perez cette année. Franchement, oui. En plus, c'est drôle parce que quand on fait nos pronostics l'année dernière, j'ai mis le flop de l'année, j'ai mis Perez. Alors, il a quand même fini... Flop, c'est un grand mot. C'est quoi? Mais par rapport à la voiture, t'es un peu déçu qu'au final, quoi. C'est simple, sur 6 grands prix en Europe cette saison, il n'a jamais atteint la Q3. Ouais, déjà. Alors que tu roules en Red Bull... déjà, bon. Voilà. Après, il a dit à plusieurs fois qu'il a dû réapprendre sa manière de conduire la voiture. Ce que je peux comprendre, c'est vrai que les Red Bull, c'est une voiture particulière. Max, c'est un crack, donc ça aide. Perez est peut-être forcément moins fort que lui, mais... Il commence à être un peu vieux, désolé. Je crois qu'il a 35 ans maintenant. Ouais. Je pense que la voiture, elle doit être... Faut se la piloter, quoi, je pense. Apparemment, justement, elle n'est pas facile à conduire. Même Max le dit, c'est une certaine manière de le conduire. Mais d'ailleurs, parlant des Red Bull, j'ai appris l'autre jour, alors ce rumeur ressort un peu tous les ans quand même, apparemment leur châssis aurait échoué les tests de la FIA. Ouais. L'an dernier aussi, je crois. L'an dernier aussi, c'est sorti. Après, c'était pas une source fiable, je l'ai vu passer sur Instagram, donc je sais pas ce que ça vaut. Je crois que je l'ai vu aussi passer. Mais voilà, il faut s'arrêter comme ça. Quand même, ça arrive tous les ans. Et je crois que Aston Martin, ça vient d'arriver aussi dans les derniers jours. Ça, je l'ai vu. Parce qu'après, il faut quand même savoir que forcément, ils veulent une châssis qui protège le pilote en cas d'accident. Mais il y a quand même une question de poids qui rentre en jeu. Effectivement, créer quelque chose de plus solide demande plus de poids, etc. Donc forcément, c'est un jeu de jonglage. Donc bon, ça posera pas de problème. Ils ont quand même 7 semaines avant les tests. Donc je pense qu'il n'y aura pas de soucis d'ici là. Donc voilà, après, écoute, pour Red Bull, ça va. Mercedes. Alors Mercedes, c'est quoi ton avis? L'an dernier. J'aime bien Russell, donc je peux être 100% objectif. Après, c'est vrai que Mercedes l'an dernier, on attendait plus quand même, finalement. Après, il faut quand même se dire que... Quand tu compares par rapport à Ferrari, qui était souvent vu comme l'écurie un peu malchanceuse, qui s'en sortait pas, quand tu compares Ferrari et Mercedes l'an dernier, je suis désolé, Ferrari, c'est plus... C'est ça, c'est en fait, en termes de pilote, t'as quand même George Russell qui a quand même gagné la F2, qui est quand même, il a quand même dépassé les performances de la Williams quand il a passé 2 saisons là-bas. Et t'as Hamilton en face. Donc Hamilton intouchable. Toto Wolff, un super chef d'écurie. Du coup, en fait, tout repose sur la voiture. Et c'est vrai que Mercedes a eu du mal à s'adapter à ces nouvelles réglementations. Du moins, ils ont changé toute la philosophie de la voiture, arrivé à Monaco de l'année dernière. Donc écoute, ils ont quand même, on va dire 18 mois de retard sur le reste. Donc ils ont fait une saison qui, on va dire, la saison est pas mal. Elle est correcte la saison, mais quand tu compares par exemple à Ferrari où ils arrivent à mettre pas mal de pole sur Leclerc. Oui, voilà, c'est ça. C'est dommage, quoi. C'est exactement ça. Donc, je pense que cette saison, qu'on va quand même avoir une meilleure voiture. Écoute, on verra ce que ça donne. Mais ça a l'air d'être un peu mieux. Alors, le prochain, il me fait très rire parce que moi, cette écurie, c'est un peu un sketch. Moi, c'est Aston Martin. Non, c'est pas Ferrari encore, c'est celui d'après. Okay, Aston Martin. Alonso, elle plane. Le gars, il a quoi? Il a 45 ans.
il arrive sur le podium encore. Lui, il a un talent. Ça, on le voyait pas venir. On peut pas lui enlever, quoi. Ouais, c'est clair. Mais le petit Canadien. Bon, on va rester modeste parce que c'est quand même. On va pas envie de se faire ban dès la première émission. Mais Stroll, je pense qu'il suffit à lui-même pour faire des histoires, de toute façon. En fait, il y a eu plein de rumeurs que sa mère voulait qu'il arrête la F1 après tous ses crashs et qu'apparemment il y avait des rumeurs qu'il voulait faire une carrière en tennis. Pourquoi pas? Écoute. Ambitieux, garçon, mais. Enfin, en fait, ce qui me rend un peu dingue avec Stroll, c'est pas qu'en lui, c'est vrai qu'il a fait des belles performances dans le passé. Il a fait une P3 avec Williams à Bakou en 2018, je crois. Et après, il a fait le pole au Grand Prix Turquie avec Racing Point à l'époque en 2020. Donc, c'est quand même quelqu'un c'est quand même quelqu'un qui arrive. Hein. Mais c'est une course sur 50, quoi. C'est le problème. C'est ça le problème. Et quand je vois le talent qu'il y a en F2 aujourd'hui, je me dis. Voilà, il y a quand même du talent ailleurs qui est la hauteur et qui mériterait d'avoir la place. Qu'il y a un F2, c'est que personne ne soit monté en F2 quand même. Bon. Ben, cette saison, c'est la première saison depuis quelques années, il n'y a pas eu de changement. Hein. Surtout vu comment ça a poussé là en fin de saison. Parce que de toute façon, il a été au Porsche, il est champion d'F2. Après lui, on sait qu'il aura une place chez Sauber. Ouais. Oui, voilà. D'ici quelques années, à mon avis, ce sera quand Bottas prendra la retraite. Moi, je pensais que Bottas allait prendre la retraite cette saison. Lance Stroll a bien rigolé quand même cette année. Bah oui. Hein. Je pense que Bottas, il prendra sa retraite cette saison, peut-être, ou changement des moteurs en 2026 quand ça basculera sous Audi. Ouais. C'est vrai que c'est 2026, à dire. C'est 2026, donc il nous reste 2 saisons comme ça. De toute façon, les voitures sont bloquées. À la moitié de ces saisons, je crois. Donc, ils peuvent plus trop modifier les voitures et tout ça. Non, pardon. Ils peuvent pas commencer à préparer la voiture de 2026 avant l'année prochaine. Donc, toutes les personnes qui ont une voiture un peu merdique jusqu'à présent, de toute façon, ils sont un peu bloqués avec. Quoi. Allez, on passe à Ferrari. Ok. Je te laisse le... J'en ai parlé un peu de Ferrari déjà. Oui. Forcément, Charles Leclerc, on aime bien. On est un peu chauvin, forcément. C'est un bon pilote. Hein. Oui. Mais juste, il s'est fait traumatiser par Ferrari. Là, cette saison 2022 et 2023, ça a été compliqué pour lui. J'espère que sur la fin d'année, la fin de saison, pardon, elle était vraiment sympa. Vegas. Moi, j'ai bien aimé, surtout Vegas, bien sûr. Vegas, le dépassement sur Perez sur le dernier tour. Pour moi, c'était vraiment la seul moment cette année où on a vraiment vu le Charles Leclerc compétitif. Malheureusement. Sa fin de saison, elle est pas mal à Leclerc, et ça donne un peu d'espoir. De toute façon, il a fini P2 dans le championnat, je crois. J'ai un doute. Non, je crois pas. Sinon, j'ai un doute entre Perez et tout. Non, pardon, P5. Oui, j'ai P5. C'est Perez P2 et c'est Hamilton P3, c'est ça. Je le voyais pas aussi haut. Et puis après, pour la nouvelle voiture, de toute façon, ils ont annoncé 95% de pièces neuves. Donc. Pas mal. Pas mal, parce que Leclerc, il s'est un peu plaint quand même de la voiture cette année. Il y a eu les problèmes de frein, là. Je me souviens plus du Grand Prix, mais voilà. Ça arrive assez souvent chez Ferrari dans le passé, donc voilà. J'en ai quelques-uns en tête, rien qu'on le dit dans... Non, mais voilà, Leclerc, moi, j'ai quand même un peu d'espoir pour cette année. Je pense que ça serait cool qu'il gagne un Grand Prix, enfin. Bah oui, parce que la seule personne qui gagne un Grand Prix pour Ferrari cette année, c'est Carlos Sainz. C'est le smooth operator. Et Sainz, c'est un peu le Perez de Ferrari. Hein. Non, je rigole, je l'aime pas. Sainz, je l'aime un peu moins. Entre guillemets, en tout cas, chez Ferrari... Sainz, j'ai du mal à me faire un avis sur lui. Il mise l'avenir plus sur Leclerc. Oui, ça c'est sûr, c'est sûr. Mais par contre, c'est le seul personne qui a gagné un Grand Prix pour eux cette année. Donc bon, à un moment donné... À côté Sainz, moi, je reste toujours un peu sur ma fin sur ce pilote, je sais pas. C'est un pilote qui a du talent, mais il est parfois là, parfois pas là. Ouais, quoi. c'est ça. Écoute, je te propose de passer sur McLaren. De toute façon, le duo McLaren en ce moment, je veux dire, vraiment, monstrueux, hein. Pourquoi changer? Il n'y a rien à changer chez McLaren. Non, le début de la saison de l'année dernière, je crois qu'ils étaient genre P15, P17 à Bahreïn pour finir genre 2 et 3 au Grand Prix de Qatar. Nono, il a fait une année. Ils ont retourné ils ont retourné la saison. Franchement, chapeau. Ça fait quand même 2 saisons où McLaren a dû rattraper du retard, mais... Là, ça a rattrapé fort. Mais voilà, ça a quand même tapé fort cette année. Piastri qui a gagné le sprint de Qatar déjà. Non, franchement. Ça, on peut pas lui enlever. Piastri, incroyable. Et puis, en raison de cette saison, justement, ils ont réussi à piquer un sponsor à Mercedes.
Ça, c'est pas mal. Hein. Tu sais que c'est? J'avoue que pas du tout. Monster Energy. Ils ont réussi à piquer Monster Energy Monster contre Red Bull. C'est ça un peu. Mais c'est littéralement ça. Monster était chez Mercedes depuis 2010, je crois. Depuis que Mercedes a pris l'écurie. Oui, et là, ils viennent de le perdre. Donc, ils viennent de le perdre. Monster vient de signer un partenariat avec McLaren. Alors, je sais pas s'ils ont mis fin à leur partenariat avec Mercedes pour le coup. Ouais. Je sais pas, ça reste à voir. Je sais pas comment ça marche les partenariats là-dedans. Je sais pas. Okay. Mais en tout cas, Alpine, écoute, déjà, alors, j'ai fait mes notes sans transition, McLaren, Alpine. Oui, mais j'ai quand même marqué oui, baguette au début, parce que on a quand même un duo français qui... Alors, tant mieux quand les deux. C'est quand même un duo qui est très performant, mais c'est la voiture qui les faille cette année, enfin qui a pas été à l'auteur. Et le problème, c'est qu'il y a eu quand même vachement de problèmes à l'intérieur de l'écurie. Parce qu'ils sont quand même, il faut savoir que Alpine, c'est sur 2 usines. Oui, on a en Grande-Bretagne. On a la voiture qui est fabriquée en France et tout ce qui est la division moteur est en Grande-Bretagne. Ouais. Et dès qu'il y a eu des problèmes avec la voiture cette année, en fait, les 2 usines ont remis la faute sur l'un et l'autre, etc. Mais il y avait un reportage de Canal d'ailleurs. Sur Canal, exact, que j'ai regardé, où tu vois que c'est... Pour une première année, ça a été un peu galère, quoi. Après, c'est normal. Après, normal. Ils ont quand même viré le directeur de F1 Alpine, ils ont viré plein de gens. Enfin, franchement, l'écurie cette saison, ça a été un peu le bordel. Donc déjà, d'avoir fait une saison plutôt acceptable. Moi, j'ai trouvé correct, franchement. Gasly Ocon, parce que Ocon, il a quand même eu le podium à Monaco. Gasly, il a un podium. Clémence va nous tuer. C'était quoi? Où le podium de Gasly? J'en ai aucune idée. C'était vers la fin de saison. Pour ça, j'ai une mémoire terrible. C'est pas Japon. Ah, peut-être si, c'est Japon. On cherchera pas. Je sais pas, mais en tout cas... non, Gasly Ocon, franchement, moi j'ai plutôt bien aimé leur saison. Ça a jamais été forcément très très flamboyant, mais ça a jamais été catastrophique non plus. Il y a eu Ocon n'a pas eu forcément de la chance, il a quand même eu quelques petits crashs par-ci par-là. Oui. Mais moi j'ai plutôt bien aimé. Quelques petits crashs, ils sont quand même rentrés dedans au Grand Prix d'Australie en début d'année. Voilà. Mais bon. C'est des belles paroles que je dis. Hein. Oui, forcément. Mais non, Ocon Gasly, moi j'ai bien aimé cette année, franchement. Je pense que ça va monter en puissance. Hein. Ça se voyait un peu sur la fin aussi, c'était mieux. Surtout Gasly. Gasly, elle a fait une très belle fin de saison. J'ai bien aimé aussi, donc on va voir. Hein. C'est sûr. Faudra que l'Alpine soit meilleure, quoi. Après, apparemment, ils ont 20 chevaux en moins sur le moteur comparé à Honda Red Bull, Mercedes et Ferrari. Et justement, s'ils tombent en dessous, s'ils ont une différence de performance supérieure à 5%, ils ont le droit de retravailler sur le moteur. Okay. Donc, à mon avis, ils vont le déclencher cette année. Je pense, normalement, les moteurs sont figés, mais à mon avis... ça serait pas incohérent, quoi. À mon avis, ils vont l'avoir cette année. Et à mon avis, Alpine est déjà en train de travailler sur les modifications qu'ils vont faire là-dessus, justement. Okay. Prochaine écurie, Williams. Alors vraiment, première note encore, j'ai marqué « What the fuck is a kilometer ?» Pour ça, on a tous vu l'email de Logan Sargent. Albon, cette année, ça a été la grande surprise. Ouais. Il a fait des performances avec cette voiture. Solide, hein. Mais... souvent dans le top 10, quand même. Oui, souvent dans les points. On va pas se mentir, c'est lui qui a porté l'écurie. Sargent, il a marqué... un point. Un point. J'aurais pu faire mieux que lui, je pense. Un point. Donc, après... Non, Albon, franchement, souvent tu le voyais dans le top 10, dans les points. Hein. C'est vrai ça. En fait, je suis déçu qu'il ait été remplacé par Perez chez Red Bull, parce que maintenant on se rend compte qu'en fait, il avait du talent, mais sur le moment, ça se voyait pas, en fait. Ouais, et il a quand même fait des très belles performances. Je crois que c'était Monza. Après, oui, c'était Monza, mais de toute façon, la Williams, elle est conçue pour être rapide en ligne droite. Ouais. Donc, Monza, c'est quand même un circuit qui va très bien avec la voiture. Ouais. Après, il y avait d'autres Grands Prix, il était P6 et tout ça. Ouais, non, franchement, il fait une très très belle saison, le bon. Ouais, franchement. Et puis, bon, Sargent, écoute, Sargent, je suis mitigé à la fois parce que je trouve que les rookies, on leur donne pas assez de chance. Après, tu me diras. Oui. Piastri a fait une super belle première saison, donc lui, il a gagné sa place. Sargent, à l'inverse, non. Mais. C'est une saison de rookie, pardon. C'est ça, en fait. C'est la première, tu fais C'est ça, c'est exactement ça. Donc je me dis, on va quand même lui donner une deuxième chance. Oui, il faut être mesuré. Je pense qu'il le mérite. Après, de toute façon, Williams, ils savent très bien, il y a d'autres pilotes derrière qui peuvent le remplacer si jamais ça se passe pas bien. Donc voilà. Donc pour basculer sur une équipe qui est plutôt positive, une équipe qui est plutôt positive, on bascule chez Haas.
Allez, bonne soirée. Ouais, vraiment. Non, mais vraiment, le seul point positif que j'ai mis pour As, c'est le réseau social, parce que le réseau social, franchement, c'est incroyable. c'est vrai que c'est parce qu'on a quand même 2 pilotes qui sont plutôt expérimentés, qui savent ce qu'il faut dans une voiture et tout, mais la voiture, elle est nulle à chier. Ah ben, ça a été compliqué cette année. Hein. Alors, il y a eu des... Franchement... En fait, en qualif, ça allait. Qualif, c'était très bien, mais en fait, ils ont une voiture qui détruit les pneus après quelques tours. Est-ce qu'ils ont fini un Grand Prix cette année? Alors, oui, mais oui, enfin... Non, mais c'est vrai que... Je sais pas, arriver à rebondir là-dessus. Je rigole, mais c'est vrai que ça a été compliqué pour eux quand même. Hein. Ça a été compliqué, mais ça a été compliqué. Ils portent bien leur nom. Haas, t'enlèves le H, ça fait As-Q, quoi. Donc bon, écoute, voilà. Bref. Voilà. Mais, écoute, pour les non-anglophones, parmi nous... Heureusement que t'es là, voilà. Mais non, franchement, en fait, cette écurie, ça fait... Ils sont arrivés en 2015. Ouais. Donc ils rentrent dans leur 10e saison maintenant. Ça va, mais c'est pas incroyable non plus. Q 2023, c'est pas incroyable. Bonne piquette. C'est pas incroyable. Et là maintenant, on va passer sur l'écurie qui se fait renommer cette année. Attention. Tambour. Stake F1 Team. Alors pour ceux qui savent pas, Alfa Romeo a quitté la F1. Ouais. Donc ils ont mis fin à leur partenariat avec Sauber. Et justement, un des titres sponsors de Alfa Romeo l'année dernière, c'était Stake, qui est un site de casino. Interdit au moins de 18 ans. Gardez votre argent. Je sais même pas ce que c'était Stake. Et justement, ils ont lancé la reprise. À mon avis, Sauber est sévèrement endetté. Ils ont laissé tout le nom à Stake contre une certaine somme. Ouais. Qui a annoncé justement le nouveau nom sur les réseaux sociaux l'autre jour? C'est un rappeur hyper connu. Travis Scott. On est dans ces eaux-là. Ah ouais. C'est quelqu'un qui a fait pas mal de feats avec Travis Scott. Avec Kendrick? Non, tu t'éloignes un peu là. Drake? Voilà, c'est Drake qui a annoncé le nouveau nom sur les réseaux l'autre jour. Après, quand on regarde les 2 pilotes, écoute, Bottas a même en lui-même, avec la moustache et la coupe mulet. Incroyable. Ça se voit qu'il s'il s'approche de la retraite. Hein, il est pas aussi bon sur les pistes que sur Insta. Hein. Il n'y a pas 46 000 manières de le dire. Mais ouais, non, Bottas, il nous aura régalé quand même. Voilà. Il nous régale sur Insta. Mais... Écoute, il y a quand même eu des belles performances à certains moments. Oui. Mais voilà. Ça s'approche de la fin, quoi. Et c'est normal. Guan Yu Zhou, en vrai, franchement, c'est sa 2e saison. Première saison plutôt bien pour un rookie. Cette saison... de toute façon, il était devant Bottas la majorité du temps et qu'il a fini par justement dépasser Bottas. Donc ça se voit quand même, parmi les deux, c'est quand même le point fort de l'écurie. C'est normal. Hein. Mais pareil, la voiture reste quand même une déception. C'est pas la meilleure du circuit, quoi. Non, vraiment. Et pour finir sur les écuries, ensuite, il ne reste pas de choses à voir. Hein. AlphaTauri. AlphaTauri, pareil, c'est une écurie qui a eu une saison un peu particulière. 4 pilotes en une saison. C'est propre, hein. C'est propre, hein. Pour ceux qui se rappellent pas, ils ont quand même donc commencé avec Yuki Tsunoda et Nick De Vries. Qui est Nick De Vries? Nick De Vries qui a été viré après Spa. Oui, c'est ça, après Spa, donc juste avant les vacances d'été. Oui, c'est ça, Ricciardo. Pour être remplacé par Ricciardo. Bref. C'est dommage, parce que c'est quand même quelqu'un qui a gagné la F2, qui a quand même gagné la Formule 1, c'est quand même quelqu'un qui sait conduire une voiture, mais la F1 n'était pas pour lui. Ensuite, il y a eu quand même Daniel Ricciardo. C'est cool de le revoir. Sa première course, ça fait quoi? À Zandvoort. Est-ce que tu t'en rappelles? Je me souviens de la pluie, il fait quoi d'ailleurs? Justement, donc ça c'était le dimanche, il a fait quoi le vendredi? J'ai aucun souvenir. Il a suivi Piastri dans le mur et il s'est pété la main. Ah, c'était là? Oui, c'était à Zandvoort. Ah, ok, d'accord. Et du coup, du jour au lendemain, ils appellent Liam Lawson pour le remplacer. Liam Lawson a fait 5 Grands Prix, marqué 2 points, 2 fois plus que Logan Sargent. Ok, je pensais que Ricciardo, à ce moment-là, il revenait de s'être pété la main. Non, il est revenu pour... ce Japon... C'était pas Las Vegas, c'était celui avant Japon. Qatar, peut-être. Oui, c'était Qatar. Je crois que c'était Qatar. Ouais, t'inquiète, j'ai bien étudié le sujet avant de venir. On voit l'expert foot et l'expert F1, chacun son domaine. En tout cas, AlphaTauri, le début de saison pitoyable, parce qu'il y a quand même Franz Tost, il a quand même dit
Je ne fais plus confiance à mes ingénieurs. Dès le 3e Grand Prix, super. Ça fait un coup de morale à l'écurie. On est bien content. Mais il reste pas 15 Grand Prix derrière. Mais la fin de saison, vraiment sympa. Ricardo P6 au Grand Prix de Mexique. Pas mal, hein. Il y a eu quand même quelques trucs dans les points vers la fin de saison. Oui, quelques points, Ricardo, ça va. Je suis content que Ricardo soit là. Parce que franchement, c'est quand même un pilote que je respecte vachement, qui est toujours hyper souriant. Mais Liam Lawson, je trouve qu'il a vachement de potentiel. Et justement, c'est ce que Helmut Marko qui a dit hier, qui est le directeur du programme junior chez Red Bull. Il a dit qu'il aimerait bien voir Liam Lawson dans la voiture cette année, quelques fois de plus. Sympa. Ce que j'aimerais bien. Franchement, j'aimerais bien. Je pense que c'est un pilote qui a du potentiel. Jusqu'au Grand Prix de Singapour, c'était quand même le seul pilote à dépasser Max Verstappen en circuit cette saison. C'est une belle stat, ça. Moi, j'espère que c'est écrit sur son Wikipédia. Franchement, je l'espère. Vu la saison de Verstappen, voilà. C'est pas mal. Donc, écoute, on verra bien. Mais en fait, pour beaucoup d'écuries, si on récap un peu, il faut améliorer les voitures. Niveau pilote, franchement, il y a quand même des bons pilotes. Géré, mais c'est au niveau des voitures. Ouais. Après, forcément, tu auras toujours un écart entre toutes les voitures. Mais t'as quand même des voitures moins performantes, quoi. À un moment donné, voilà. Ça s'est vu cette année. Du coup, voilà. Écoute, on a fait le tour des trucs, des pilotes. Maintenant, c'est le lancement des voitures. Donc, certaines dates sont enfin tombées. C'est bon. On n'a pas tout. On n'a pas tout le monde. On n'a pas d'exclus non plus, mais on a tout le monde encore. Enfin, on n'a pas tout le monde. Le 5 février, donc, on aura Williams et... Je vais dire Sauber parce que Steak F1 Team, c'est un nul à chier. C'est un peu long à dire. Je vais dire Williams et Sauber. Donc le 5 février. Le 12 février, c'est annoncé aujourd'hui d'ailleurs. Donc on est le jeudi 4 janvier. C'est ça. Aston Martin. Le 13 février, ça va être Ferrari. C'est drôle parce que l'année dernière, ils ont fait le 14. Donc ils avancent d'un jour. Peut-être que le 14 février, ça porte malheur. Ils ont leur meuf à voir, je sais pas. Je sais pas. Hein. On va pas élaborer ce sujet. On laissera, Charles, le Paul Potin s'occuper de ça. Et non confirmé, mais pseudo-confirmé, c'est McLaren et Mercedes le 14 février. Okay. Et après, pour les autres, on n'a aucune information encore. Mais de toute façon, ce sera les 2 premières semaines de février parce que directement, on bascule en essai à Bahreïn. Oui, parce qu'il n'y a pas Catalunya cette année, c'est Bahreïn direct. Okay. Après, il y a moyen que, je sais pas, As et j'ai oublié le nom de l'écurie maintenant, AlphaTauri ou peut-être Alpine, ils vont dévoiler leur voiture directement aux essais de début de saison. Ça arrivait des années précédentes, donc en vrai, il y a moyen. On en saura plus en février, quoi. Voilà, c'est ça. Maintenant, on va basculer quand même sur le calendrier. 24 Grands Prix cette saison. C'est énorme, hein. C'est quand même la saison avec le plus de Grands Prix de tous les temps. Maintenant, cette année, ils ont fait... Donc, on a quand même les objectifs de Formule 1 pour être plus éco-responsable d'ici 2026. Je crois qu'on a le nouveau fuel moteur qui rentre en jeu, qui est 100% durable. Et ensuite, on va être en net zéro en émissions carbone en 2030. Bien. Donc, cette année, ils ont trié les Grands Prix par zone. Waouh! C'est fou, hein? Ils ont mis le Qatar en hiver? En vrai, on commence quand même avec le Moyen-Orient et l'Asie. Ok. Ensuite, ça devient un peu flou. On a Miami qui tombe un peu au milieu de nulle part et ensuite on entame quand même la saison européenne. Ok. Donc ça va classique. Tu savais que le Canada est en Europe? Ah ouais? Bah, Québec, il parle français, hein, donc... Oui, remarque, il parle anglais aussi. Hein. Donc on a quand même Emilia-Romagna en Imola et ensuite Monaco. Ok. Et puis ensuite on bascule au Canada. Ok. Bon, après... Pour ensuite revenir à Barcelone. Juste pour situer, Monaco-Barcelone, c'est 8 heures de route. C'est clair. D'habitude, on enchaîne les deux. Donc là, je sais pas pourquoi ils n'ont pas foutu Canada à côté de Miami. Ça a plus de sens. Je pense que c'est compliqué à faire bouger des calendriers d'une année à l'autre, je pense. Alors après, je comprends que la saison européenne ne bouge pas beaucoup parce que... Elle est bien passée la saison européenne. Il y a les JO cette année en plus. T'as les JO, t'as les 24 heures du Mans qui sont quand même plutôt... C'est quand même un date phare du calendrier motosport.
t'as quand même les 6 heures de Spa, les 6 heures de Silverstone, t'as quand même beaucoup de courses, t'as le MotoGP aussi, qui fait sa saison européenne aussi, donc il y a quand même pas mal de jonglage, mais foutre le Canada au milieu de l'Europe, mais qu'est-ce qu'ils en... C'est un peu... Ils auraient pu mettre... c'est l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Tu peux mettre un Grand Prix du Moyen-Orient, quoi. C'est plus proche, déjà. Oui, voilà. Mais c'est après, les calendriers comme ça, c'est compliqué, mais après, quand t'es amené à bouger partout comme ça, tu vas forcément vouloir réduire tes émissions et tout ça, mais... c'est ça, parce qu'on tu seras jamais parfait. Forcément, tu fais un sport automobile qui consomme, c'est compliqué. Après, c'est bien s'ils commencent à vouloir réglementer tout ça et aller dans le bon sens, c'est positif. La proposition de base, elle est bonne, mais juste qu'il y a... Il va falloir que les actions se mettent en place concrètement. Il faut réaménager quelques trucs. Parce que, bon... Écoute, après, je sais qu'il y a quand même 2 pauses de 4 semaines cette saison. Entre donc, la fameuse pause estivale qui est entre Spa-Francorchamps et les Pays-Bas. Donc, d'ailleurs, quand même 4 semaines. Il me semble que Spa, c'est 26-28 juillet. Ouais. Je crois que c'est en même temps que le début des JO, si je ne me trompe pas. C'est assez étonnant d'ailleurs qu'ils aient laissé ça comme ça. Après souvent la première semaine, le premier week-end des Jeux, à part la cérémonie d'ouverture, c'est quand même... C'est plutôt calme. Pas calme, mais voilà, ça commence à se lancer. Il n'y a pas de t'as gros... forcément t'as les premières médailles, mais c'est pas, on va dire, les 100 mètres d'athlètes, c'est pas les gros trucs, quoi. Mais niveau médiatique, je trouve ça un peu étonnant qu'ils aient laissé. Après, bon, on verra bien. Mais bon. Après, le Spa tourne toujours à ce moment-là. Oui, c'est soit c'est le dernier Grand Prix avant la saison estivale, puis soit c'est celle qui au retour. Donc on n'a pas 40 000 choix. Après, t'as la période, en plus t'as le Tour de France. Je sais pas si ça doit être décalé le Tour de France, mais bon, ça bouffe aussi de l'emprise médiatique. Donc bon, il fallait le caler à un moment donné. Bon, le cal là, c'est pas plus mal. Je sais pas, mais en tout cas, voilà. Après, aussi, tu as une deuxième pause. Attends, je regarde mes notes. Oui, c'est ça. Et t'as 4 semaines entre Singapour et Austin. Donc, en fait, t'as quand même la saison la saison européenne, la pause d'été, la fin d'Europe et l'Asie, Moyen-Orient et tout ça. Et ensuite, ça revient pour la fin de la saison, donc les 4 Grands Prix en Amérique, donc Nord et Sud, et ensuite tu finis Qatar, Losail. Parce que c'est logique. Voilà. Et ensuite, quelque chose que j'ai oublié, c'est qu'il y a quand même 2 Grands Prix cette saison. Après, alors donc, du coup, il y en aura 3. Donc Las Vegas, c'était quand même un samedi, pour des raisons médiatiques, pour que tout le monde en Europe puisse regarder le dimanche matin au lieu d'être au travail, etc. Ce qui est quand même plutôt pas mal. C'est sympa. Il y a quand même 2 Grands Prix en début de saison qui sont un samedi. Est-ce que tu sais pourquoi ? Oui, c'est pour l'histoire de Ramadan. C'est exactement pour le Ramadan. Alors moi au début, désolé, je suis pas, on va dire, très cultivé à ce sujet, je me suis quand même renseigné là-dessus parce que ça, quand même, ça m'a intrigué quand même. Les 2 raisons la raison pour laquelle le Grand Prix de Jeddah, donc Arabie Saoudite, et le samedi, c'est parce que le Ramadan commence le dimanche. Ce qui est logique. Ce qui est logique. En fait, c'était une raison logique. Et du coup, ils ont avancé Bahreïn d'un jour qui est la semaine précédente pour justement avoir un intervalle de 5 jours entre le Grand Prix et le début des essais au prochain Grand Prix. C'est logique. Voilà. Logique qu'ils aient fait ça. Logique qu'ils aient fait ça. Et puis de toute façon, c'était quelque chose qui était vachement médiatisé pendant très longtemps, mais juste que c'est vrai que personne n'avait jamais donné la raison pourquoi. Du coup, maintenant. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu, je crois, en plus, non ? Grand Prix un samedi, mais avant Las Vegas. Par Vegas. Avant Las Vegas l'année dernière, oui, en 2024 maintenant. Je crois que ça remonte hyper loin. Ouais, c'est pour ça. J'ai déjà vu des qualifs le dimanche matin. Suzuka 2004 par exemple, parce qu'il y avait trop de pluie le samedi et tout, ils ont déjà inversé les qualifs et tout. Mais pour une raison quelconque de ce genre, non, j'ai jamais vu ça. Non. C'est étonnant. Donc voilà. Mais non, c'est pas tout. Écoute, en tout cas, on a quand même un calendrier qui est complet. Puis de toute façon, il n'y a pas de Grand Prix qui se rajoute. Enfin, tous les Grands Prix qu'on a vus l'année dernière, ils y sont cette année. Si, il y a le retour de la Chine. Parce qu'à cause du Covid, ça n'a pas eu lieu depuis des années. Mais la Chine était toujours annoncée en début de saison, mais juste ça a été annulé à la dernière minute. Écoute, moi, Grand Prix de Chine, c'est quand même un Grand Prix que j'adore beaucoup. J'aime beaucoup. T'adores beaucoup. Ouais, j'adore beaucoup, t'inquiète. Il y a quand même eu des super belles courses.
au Grand Prix de Chine. D'ailleurs, 2006, entre Alonso et Schumacher, il y a quand même eu des batailles titanesques pour Hamilton. Daniel Ricciardo a fait plusieurs victoires là-bas aussi. Donc, c'est quand même un Grand Prix qui propose beaucoup de spectacles en lui-même. Juste, il faut se réveiller à 7h du matin pour le regarder, quoi. C'est le seul inconvénient, mais franchement, c'est un Grand Prix que moi j'aime beaucoup et j'ai hâte de voir le retour surtout. Parce que surtout, j'ai vraiment l'impression que les populations asiatiques sont vraiment hyper fans du Formule 1. Quand tu vas au Suzuka, ils sont à fond dedans, ils ont tous des voitures sur des chapeaux et tout. La Chine, c'est pareil. Enfin, franchement, il y a vraiment une ambiance qui est vraiment sympa autour de ça. Et c'est pour ça qu'on aime bien. C'est pour ça Formule 1 n'hésite pas à mettre des photos sur les réseaux parce que franchement, c'est quand même hyper sympa à voir, quoi. Du coup. Et la date du Castellet, tu l'as ou... On n'en parle pas du Grand Prix de France parce que voilà. C'est dommage, mais bon. J'espère que ça reviendra, quoi. Après, alors ce que je comprends à ce sujet-là, c'est vrai que de base, le Castellet, c'est quand même un circuit de test. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les écuries testaient leur voiture au Castellet parce qu'il y avait quand même plein de virages. Je crois que avec tous les virages, tous les raccourcis qu'ils ont, je crois qu'il y a 156 combinaisons possibles de circuits, ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Donc c'est quand même quelque chose de test. Après, peut-être ils l'ont fait pour préserver la dignité de Leclerc, qui a fini dans le mur au virage du Bossé quand j'étais en 2022 avec le fameux non là. Donc écoute, c'est dommage pour les Français, surtout qu'au Gasly, Ocon et Alpine, ils n'ont pas de Grand Prix à domicile. Il y a Monaco, mais Monaco, mais voilà. Donc moi c'est dommage, moi j'aimerais bien voir c'est dommage. Le Castellet. Après moi j'aimais bien quand c'était à Magny-Cours avant, qui est à côté de Rouen, je crois. Ok. C'est par là. Oui. C'est dans le nord. C'est dans le nord. C'est où Villebrequin ont fait le Merguez Tuning Show, justement. Okay. Après, voilà, écoute, on a une saison qui est... Les classiques sont là. Ça reviendra à un moment donné en France. Je sais pas quand. Moi, quand j'ai été en 2022, les tribunes étaient pleines, quoi. Donc, voilà. Moi, ça m'embête. Ça reviendra à un moment donné. Moi, ça m'embête. Mais bon. Maintenant, je te propose de faire un petit quiz. Je t'ai préparé un quiz. Oh, j'ai peur. Alors, juste... J'ai peur. Mais je t'écoute. Franchement... En vrai, franchement, c'est pas très compliqué. Je sais que j'ai pas une très bonne mémoire sur ce... Alors, il y a quand même... il y a 4 questions sur la saison 2023. Il y a une question qui englobe. Qui est un peu... qui évoque la saison 2023, mais qui évoque une autre saison. Ok. Allez, c'est la plus dure qui commence d'ailleurs. Vas-y, je t'écoute. Donc, Max Verstappen détient le 1er et 3e place pour le plus de courses consécutives gagnées, avec 7 et 11 victoires respectives. D'ailleurs, il a fait les deux en une saison. Ok, c'est énorme. Qui détient la 2e place avec 9 victoires consécutives. En vrai, je vais te demander le pilote et la saison. Oh, c'est dur. Le pilote, c'est plus facile. Est-ce que ce serait pas Sébastien Vettel? Si. Ouais. C'est Vettel. Ok. Et donc l'écurie c'était Red Bull. Red Bull, c'est sûr. Et quelle saison? Typiquement, tu vois, là, les dates, c'est pas un truc que j'ai en tête. Je sais que Vettel, ça a été un monstre. Est-ce que tu connais les saisons? Je dirais au hasard 2016, mais... non, c'est bien plus tôt que ça. Est-ce que tu connais les saisons où il était champion du monde? Mais je crois, c'était Hamilton en 2016. Non, franchement, non, je saurais pas dire. C'était 2013. Ouais. C'était 2013, il a gagné les 9 derniers Grands Prix de la saison. Je savais que t'allais mettre Vettel quelque part. Bah oui, c'est quand même... Mais non, j'avoue que les dates comme ça de Grand Prix sur un sport que je suis pas à fond, je retiens pas. Faut quand même dire que Red Bull détient les 3 premières places des victoires consécutives de gagner, quoi. Red Bull, en effet. Non mais il trouve le talent, ça, il n'y a pas de photo, il trouve le talent. Qui a gagné le Grand Prix de Singapour? Mais on l'a dit tout à l'heure, Carlos Sainz. Oui, je sais, mais c'est pour savoir si tu suis. T'inquiète. Ok. Quel duo a eu... Ben oui, en fait, il faut répondre tous les sujets. On les a élaborés pendant le podcast. Quel duo a eu un crash au relancement de course en Australie à 2 tours de la fin après un drapeau Tu m'as dit rouge. Ocon et Piastri, ça? Non, pas Piastri. Attends, non, Russell. Attends. On en a parlé tout à l'heure. Attends, c'est Ocon sûr? Qui est le deuxième? Je sais plus. Tu vas te faire tuer après ce podcast. Ah, c'est Gasly? Mais oui. Ah, mais oui. En fait, quand t'as dit Pi, quand t'as dit... Oh là là, mais oui. Quand t'as dit Pi, j'ai fait... Ah, mais ça, là, il a dit Piastri. Mais non, mais oui, non, mais j'ai l'image en tête en plus, terrible. Ah, ben oui.
À quel Grand Prix Stroll a agressé son entraîneur? C'est horrible. Fallait que je mette un petit pic pour Stroll. Fallait vraiment le mettre. Ce que tu fais. Quel Grand Prix? Ça a été vachement médiatisé. Ah, mais je sais très bien. Attends. C'est pas États-Unis? Non. C'est. Attends. C'est dans. C'est septembre. C'est parmi ces Grands Prix là. Non, septembre c'était début d'Asie. C'est Mexique alors? Hein? C'est Mexique? Non, c'est après encore. Enfin. Non. Attends. Ah non, c'est avant. Attends. Avant Mexique, avant États-Unis. J'en sais rien en fait. Qatar. Ah ouais, le Grand Prix du Qatar. J'allais dire Brésil, mais ok, Qatar. En tout cas, de ce qu'on a vu, à la télé. Oui, après, les autres, on verra bien. Après, vu les conditions au Qatar. Qui a gagné la course sprint du Grand Prix de Qatar, justement? J'en sais rien non plus. Hein. On en a parlé au début. Et en plus, t'as cité son nom tout à l'heure, il y a 2 minutes. Ah c'est Piastri. Alors. Oui, voilà. Ah yes, merci. Je vais gagner ce quiz et c'est faux. Ok, attends, t'as fait combien? J'ai même pas noté. Non, on note pas, t'inquiète. 1, 2, 3. Je te donne 3 parce que c'est des demi-points pour le crash d'Australie et Piastri. T'es généreux. Maintenant, bon, là on va finir parce que là on va vraiment finir sur un truc. J'ai voulu faire un Hall of Fame. Ah, il y avait pas d'autres questions. Non, il y avait que 5. Oh, ça va. Oui, non, j'ai c'est peur. bon. Non, c'est bon. Ok. Par d'ailleurs, notez votre score dans les commentaires. Hein. Okay. Mais on fera pareil si on fait une vidéo foot, il n'y a pas de souci. Oui, mais écoute, tant que c'est Stoke City, Liverpool et Manchester United, je risque de m'en sortir, il n'y a pas de souci. Hall of Fame. Bon, je voulais quand même faire un petit point parce que ça fait quand même 10 ans depuis que les moteurs V6 turbo hybrides sont apparus en Formule 1. Et justement, donc en 2014. Donc je voulais quand même faire un petit Hall of Fame sur un Grand Prix classique de cette saison-là. Je t'en prie. Et notamment celui de Bahreïn. Alors, pour contextualiser un peu, Red Bull était constructeur et champion en titre de l'année précédente, donc beaucoup d'espoir. On arrive sur la saison 2014 où, aux essais de début de saison, Red Bull et Ferrari avaient 3 secondes de retard sur Mercedes. Rien qu'en puissance moteur. Enfin, Ferrari avait d'autres choses, parce qu'il y a vraiment des vidéos de Alonso en train de piloter la voiture. C'est sous-virage et sur-virage en même temps. C'est-à-dire que la voiture ne tourne pas, et dès qu'elle tourne, t'as l'arrêt de la voiture qui veut dépasser le devant. Enfin, franchement, il est vraiment en train de hacher le volant, quoi, tout le temps. Franchement, cette voiture, il a dit que c'était la pire voiture qu'il a jamais conduite. Ce que je peux comprendre, tu vois. Du coup, je voulais revenir sur Mercedes, qui était quand même loin devant tout le reste avec leur moteur, et notamment la grande rivalité entre Hamilton et Rosberg. Donc, on va quand même faire le Grand Prix de Bahreïn, comme je disais tout à l'heure. Les deux pilotes ont fourni une bataille de malades. Sur 56 tours, je crois qu'ils se sont dépassés 12 fois. Entre eux. Enfin, 12 dépassements complétés. Ça ne veut pas dire qu'il y a eu des tentatives, tu vois, de plus. Donc, je crois que tu dois être à 20 tentatives de dépassement, tu vois. Vraiment, tous les tours, ça changeait. C'était un truc de dingue. Ils ont failli se rentrer dedans à 5 reprises. L'écurie a dû leur dire, bon, les gars, vous êtes bien mignons. Faut arrêter, au moment donné. C'est bon, tous nos sponsors, ils ont rempli toutes les conditions de visionnage pendant l'émission télé. Mais là, on veut quand même ramener des voitures à la maison, quoi. Donc, c'était un Grand Prix de malade. D'ailleurs, on peut voir le replay sur YouTube. Je crois qu'elle dure 3 minutes. C'est quand même très condensé, mais on a quand même une hyper bonne impression. Ça doit puncher. Exactement de comment ça punchait. Et quand même, justement, Mercedes, forcément, l'écurie, mais ils vendent le moteur. Ils avaient quand même 4 clients. Donc, eux-mêmes, McLaren, Williams et Force India, qui est Aston Martin aujourd'hui. Force India. À la fin du premier tour, les 4 écuries occupaient le top 8. Ça veut dire que les 8 premières voitures, c'était tous des moteurs Mercedes. Pour dire à quel point c'était performant. Ça a mal vieilli cette histoire par contre. Il est terrible, hein. Hamilton était champion il y a quelques années, bref. Oh là, on va s'arrêter là. Hein. Mais bon, je vais quand même revenir sur un moment en dehors de tout ça, c'est qui est la légende qui est Pastor Maldonado. Tu vois qui c'est ou pas? Javier Pastore, je connais, mais je pense que c'est pas la même personne. Alors, Pastor Maldonado, c'était la légende
colombienne de la Formule 1 qui était chez Williams, qui était reconnue pour des crashs, tout simplement. Super. Tout simplement. Belle réputation, ça. Il a quand même gagné un Grand Prix, le Grand Prix de Barcelone en 2012. Mm-hmm. Franchement, même moi, on aurait revu le replay, je sais toujours pas comment il a fait. Mais il a quand même réussi à rentrer dans une voiture en sortant des stands. Donc, il sortait des stands, il rentre dans la voiture, et la voiture était déjà engagée dans le virage. Enfin, lui, il arrive de nulle part. Il a réussi à faire renverser notre voiture. Fort. Et il a dit, c'est pas de ma faute. Typique d'un pilote de Formule 1 dans tous les cas. Ah, mais oui. Le crash est quand même plutôt spectaculaire. Parce que le pauvre pilote, il prend Esteban Gutiérrez, il prend son virage. Il a demandé. En fait, il était dans les stands, donc forcément, tu le vois pas, même pas dans les rétros. Donc il est pas comme, il se fait frapper de nulle part, quoi. Le pauvre. Et puis donc la fin de ce Grand Prix, c'était quand même après une voiture de sécurité. C'est vrai que Hamilton sur les pneus, alors ça s'appelait les pneus prime à l'époque. Parce que tu sais, maintenant aujourd'hui, on a tendre, médium, dur. Maintenant, tu avais option, moyenne, enfin, je sais plus. C'est mieux maintenant. Hein. C'est mieux maintenant. Franchement. Bref, il était sur des pneus plus durs que Rosberg. Après une voiture de sécurité, il a quand même réussi à le maintenir derrière lui pour remporter la victoire. Ce qui était quand même le deuxième P1, P2 pour Mercedes cette saison-là, qui était quand même, forcément, Hamilton a fini par gagner la saison, mais c'est quand même parti jusqu'au dernier Grand Prix, à Abu Dhabi. D'ailleurs, une petite règle, c'est le Grand Prix, on en parlera dans notre émission, mais il y a quand même une petite nuance dans ce Grand Prix qui est quand même hyper intéressant. C'est peut-être une des plus grosses boulettes dans la F1 que j'ai vues depuis très longtemps, mais on la garde pour une prochaine. Mais voilà, écoute... Le teasing, c'est beau. On a fait le tour, hein. On a fait le tour. On a fait le tour, hein. Moi, j'ai dit toutes mes notes. Écoute, c'est beau, j'ai hâte pour cette saison. Je sais pas ce que tu en penses. Moi aussi. Toujours sympa le dimanche après-midi là dans la F1. Voilà, donc écoute, cette année, il y aura des récaps Grand Prix après chaque course. Il y aura quelques tweets pendant les Grands Prix, mais commenter tous les tours, c'est un peu trop, il se passe trop de choses en même temps, et puis on se dit, de toute façon, on va pas commenter chaque tour, parce qu'on imagine que vous êtes devant le Grand Prix. Devant le Grand Prix aussi. On a essayé de faire un petit peu sur la fin de saison, parce qu'on s'est lancé en septembre. On est hyper transparent. Mais on a essayé un peu, et c'est vrai qu'on perd un peu en saveur quand on a un Grand Prix de passer le temps sur Twitter comme ça. Ouais, c'est ça. Donc c'est peut-être plus intéressant d'échanger avec vous sur les gros événements et de revenir après... Mais même pendant les Grands Prix et tout. Ouais, voilà, et de revenir après le Grand Prix justement via le récap. C'est ça. Revenir un petit peu plus en détail. Oui, parce que moi ça fait 22 ans que j'ai regardé les Grands Prix maintenant. Et franchement, quand je faisais l'étude en direct, je crois que j'ai jamais... autant peu regarder un Grand Prix, ça, justement. C'est le problème. Donc, mais écoute, on va voir. De toute façon, il y aura toutes les actualités en temps réel. Et pareil, les Hall of Fame, on se verra plus tard. Mais on a dit pas de spoil. Mais en tout cas, écoute, on espère que cette émission vous aura plu. Premier podcast. C'est très sympa. Je sais pas sur quel sujet on va traiter le deuxième. Ce sera pas la Formule 1, ça c'est sûr. D'ailleurs aussi, on utilise un peu de second degré, vous inquiétez pas, on adore tout le monde. Soft troll. Soft troll. Vraiment soft troll. Non, quand même. L'écoutez pas. Mais on a très hâte de la reprise, hein, bien sûr. Ouais, vraiment. Et voilà, prochain sujet. C'est du foot, je crois, non? Football, ouais. Et puis, je pense qu'on fera un petit podcast avant la saison, au moment, juste après les essais. Enfin, un petit point sur l'état de tous les écuries. Petit preview avant qu'on lance. Et écoute, à très vite. À très vite. On a tourné combien de temps? Ça a duré hyper longtemps, je pense. Non, 40.